C'est devenu le rendez-vous incontournable pour beaucoup d'entre vous et c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, c'est le week-end. Les TIC sont indispensables dans notre quotidien, elles représentent cependant des conséquences préjudiciables sur notre santé et celle de nos enfants. Comment continuer à nous en servir tout et à en profiter plutôt, profiter de ces avantages tout en essayant d'amoindrir, voire de supprimer ces effets néfastes? C'est le thème que nous avons choisi de débattre avec vous aujourd'hui en compagnie de spécialistes. Le médicament générique est le thème qu'a choisi l'association des pharmaciens ACEPA. Ils organisent des journées de sensibilisation au niveau de la fac centrale d'Alger. La vice-présidente chargée des relations publiques sera l'invitée de Wahida Cherif Salem pour sa rubrique Le boulevard des associations. Leila Jebbour s'intéresse quant à elle cette semaine donc à la presse écrite. Il sera question du quotidien L'Expression. Le rédacteur en chef du journal, Saïd Boussita, sera l'invité de l'instant Mag Média plutôt. Mais pour l'heure, je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé par notre journaliste Anissa Bouzid qui s'est intéressée à l'impact des TIC et surtout des jeux vidéo sur les enfants. A tout de suite. J'aime les jeux, mais ça hypnotise des fois. Genre, on veut toujours jouer, on oublie nos études, on a la tête que pour les jeux. Je sais pas. Et toi, tu le fais souvent? Tu joues toujours? Oui, je jouais toujours, c'est vrai. Mais maintenant, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que ça prenait tout mon temps. Quand ma mère me disait faire ça, va étudier, je faisais rien, je jouais. Tu avais des mauvaises notes? Ouais, des fois. C'était que les jeux. Quel genre de jeu tu joues? À quel jeu tu jouais? GTA. C'est quoi comme jeu? Jeux de violence, des courses, voler, je sais pas, voler de l'argent et tout. Pourquoi tu t'es attiré par les jeux de violence? Je sais pas, ça me plaisait. En plus, il y a trop de violence, il y a des jeux, il y a plein de violence et tout. J'aime pas. Non, j'aime pas. Souvent, je joue Ah, d'accord. Tu Pendant joues à quoi exactement? à GTA. C'est quoi ce jeu? C'est un jeu d'action où on peut faire tout ce qu'on veut. En gros, on peut acheter des trucs, voler des voitures, conduire des avions, faire tout ce qu'on veut en gros. Et c'est un peu dangereux, non? Ben, il est moins de 18 ans, mais sinon ça va. Il n'est pas tellement dangereux. Et tu arrives à étudier en même temps? Oui, je joue pendant le week-end. Ah, tu joues seulement pendant le week-end? Oui. Et ça t'empêche pas d'étudier? Non, pas tellement. Est-ce que tu connais des gens accros? Oui, j'ai un pote à moi, il joue tout le temps. Et je lui ai dit d'arrêter de jouer, mais il veut pas. C'est quoi comme jeu? Fortnite, Call of Duty, Ces jeux-là? des jeux de guerre. De violence? Non, pas beaucoup. Je joue Fortnite, Call of Duty, FIFA 19. C'est quoi ces jeux-là? Ces jeux de soccer, violence et violence. Et pourquoi tu joues aux jeux de violence? Je sais pas. Tu aimes la violence? Pas trop, mais c'est correct. Ça t'amuse? Ouais, genre. Et tu le fais combien d'heures par jour? Pas beaucoup. Ah bon? Tu Ouais. n'es pas accro? Non, je suis pas accro. Il y a Rainbow Six Siege, c'est des jeux de violence. Les jeux de violence. Des fois, c'est des jeux plutôt de stratégie et en même temps de violence, mais il faut des fois avoir un peu de stratégie et d'intelligence pour... Et tu aimes bien ça? Oui. Et tu trouves pas que c'est dangereux? Un peu, mais C'est un peu dangereux, non? un peu. Ça aide pour tuer le temps. Ah, ça te détend. Non, ça aide pour tuer le temps. Ah, d'accord. C'est tout. Et tu n'es pas accro? Non, du tout. Est-ce que tu connais tu as des copains accros? Non. Tu trouves pas que c'est des jeux dangereux? Enfin, non, il faut être juste sain d'esprit, c'est tout. Que le sujet du jour donc portera ce vendredi 15 février sur les TIC, les nouvelles donc technologies de l'information et de la communication, à tout ce qui se rapporte à leur bon
et mauvais usage. Pour en parler, j'ai fait appel à 2 spécialistes en la matière. Il s'agit du professeur Abdelmajid Tabti, psychiatre, et aussi fraîchement installé en tant que président au Comité national des enfants et des adolescents. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Younes Guérard, donc expert en TIC, marhaba bik, et merci d'avoir accepté l'invitation de Selvi Kind. Messieurs, donc les TIC aujourd'hui ont considérablement évolué au cours des dernières années. Elles ont un fort impact justement sur le quotidien des individus et notamment sur leur usage et habitudes. N'est-ce pas, monsieur Agra? Oui, justement, durant ces dernières 20 années, peut-être 10 années, il y a eu un changement énorme. Cette révolution numérique, elle a bouleversé la vie de l'être humain. Et ce smartphone est devenu une pièce incontournable, on ne peut pas s'en passer. Et tout ce qui va avec, les réseaux sociaux, les jeux en ligne, les sites web, email, etc. Donc c'est devenu une partie de l'être humain, avec tout son côté positif et aussi son côté négatif. Justement, on va revenir en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui, ça commence aussi par le professionnel. On ne peut plus se passer d'Internet, il faut le dire. Pratiquement toutes les entreprises publiques ou privées sont installées en réseau donc Internet pour travailler justement en complémentarité. Aujourd'hui, c'est devenu le must-have, comme on dit, de la société, pour que ce soit dans le milieu économique, administratif, santé, éducation. Donc aujourd'hui, on peut s'envoyer des mails pour dire que voilà, à plus, j'allais dire, forte échelle, on a tel ou tel meeting, il se passe telle ou telle chose. La bourse fonctionne avec Internet, beaucoup de choses. Donc on commence par le professionnel et on descend bien sûr vers nos habitudes au quotidien. Bien sûr, ça a touché tous les domaines. Et d'une manière assez forte. Lorsqu'on voit par exemple dans le domaine du commerce, lorsqu'on entend des chiffres réalisés par les géants du e-commerce à travers le monde, ça nous donne une idée de ce qui s'est passé et ce qui nous attend. La plateforme e-commerce Alibaba, au mois de novembre, lors du Black Friday, a réalisé un chiffre d'affaires en une journée de plus de 30 milliards de dollars. C'est énorme, c'est extraordinaire. Oui, lorsqu'on voit des entreprises qu'on appelle GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, qui font un chiffre d'affaires de plus de 1000 milliards de dollars. Lorsqu'on voit une entreprise, pour nous c'est une application Facebook, mais en réalité c'est une entreprise. Et derrière de cette entreprise, elle pèse plus de 400 milliards de dollars. Donc c'est des chiffres qui donne extraordinaire à réfléchir pour dire qu'on est en train de vivre une révolution extraordinaire. Et surtout que ça a touché presque tous les domaines. La santé, l'éducation, l'administration. Même ici en Algérie. C'est handicapant quand on n'a pas d'Internet. C'est handicapant pour parce que tout passe à travers Internet. Même ici en Algérie maintenant. Parce qu'on est obligé, on vit sur cette planète. On ne peut pas vivre en marge de cette révolution. Actuellement, on peut commander notre carte d'identité biométrique à travers Internet. On peut suivre l'évolution de notre demande du passeport biométrique à travers Internet. Les dossiers ADL, l'inscription à l'université, etc. Donc il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de services en ligne qui passent à travers Internet, en plus des communications téléphoniques, l'on voit des SMS, des photos, des vidéos, etc. Cela fait partie, bien sûr, des avantages des TIC. On reviendra à parler de ces désavantages tout à l'heure. Mais avant, les TIC, bien qu'indispensables, professeur Tabti, créent une forme d'addiction chez nous, comme autant qu'adultes, mais beaucoup plus chez nos enfants. On l'a vu pendant donc, les sonores réalisés par Anissa, que les enfants en parlent avec une aisance, ils ont beaucoup de connaissances sur les jeux qu'ils pratiquent donc, au quotidien, mais il y a des mots qui reviennent. Alors parlez-moi un petit peu de l'addiction. On va revenir parler des mots qui reviennent pendant leur intervention. Professeur Tabti. Très bien. Donc à l'instar des enjeux économiques et sociaux donc, rapportés par cette technologie, et bien sûr en mettant à part les bienfaits de cette technologie. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse en tant que médecins, c'est surtout les malfaits, quoi. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, nos enfants, nos adolescents sont nés dans un paysage médiatique très diversifié. Donc beaucoup de tablettes, beaucoup d'écrans, beaucoup de... Mais le problème d'addiction, il y a un problème qui se pose, c'est le problème d'addiction de ces enfants par rapport
à l'écran. Donc d'abord, il y a une perturbation de leur monde extérieur. Le monde relationnel va complètement être bouleversé. Donc leur écrit, leur relation, la virtualité des choses, et tout ça, ça a des effets très néfastes sur la santé des enfants. Santé mentale. Et, voilà, santé mentale. Aussi, oui, bien sûr, physique, on va en parler tout à l'heure, physique et mentale. Donc aujourd'hui, on assiste à une véritable addiction sans produit. Donc, il y a des troubles du comportement, donc c'est une addiction comportementale. Donc la définition de l'addiction, c'est ce besoin impérieux, voire incontrôlable, d'être rattaché pendant des heures et des heures à un écran. Et cette passion devient par la suite obsédante à telle enseigne que la personne reste scotchée à l'écran. Donc après, les répercussions, ils se voient très rapidement sur le plan physique d'abord, donc des problèmes oculaires, avec des sécheresses oculaires, des problèmes de sédentarité. On parle même de modification de cérébrale, c'est vrai? Oui, absolument. J'avais lu une étude comme ça réalisée dans un institut américain où on parle de modification d'un organe, je n'ai pas retenu le nom, je ne sais plus. Il y a beaucoup d'études. Et qui prouve que le cerveau des enfants est modifié justement à cause de cet attachement continu, on va dire, au smartphone et aux tablettes. Il y a des atteintes cognitives, ça c'est sûr. Il y a donc un problème de concentration, un problème d'attention. Il faut savoir que les premiers médecins, enfin les chercheurs qui se sont intéressés, ce sont les Américains au début des années 90 qui ont parlé de la cyberdépendance. Ça correspond un peu au concept, ce concept de dépendance correspond donc à l'entrée des écrans dans les foyers familiaux et tout. Donc plusieurs études ont été menées depuis les années 90 et les dernières aussi ont bien démontré que l'impact des écrans sur la santé mentale des enfants et surtout des adolescents, parce que j'aime bien parler de ces adolescents. Ces adolescents, donc à partir de 12 ans, 10 ans, voire parfois, parce qu'il y a une période de préadolescence, donc il y a un bouleversement déjà biologique, morphologique de ces enfants. Donc leur monde d'expérimentation, leur monde de découverte, ces enfants sont ils ont un développement psychologique un peu particulier durant cette période. Donc ils sont dans la maîtrise de leur corps et dans la maîtrise de leurs pensées. Donc, et puis ils sont dans l'affirmation, c'est-à-dire c'est comme si quand un enfant, un adolescent, il a un écran, il se connecte, il est avec une machine, il est dans la virtualité. Donc il y a son surestimation de soi, donc il peut communiquer. Mais ces enfants-là, ou ces adolescents, j'allais dire, ce sont des enfants parfois qui ont un problème d'inhibition. C'est-à-dire c'est des enfants qui ont un très mauvais contact au sein de la famille, dans la société. Donc c'est comme si c'était un refuge. Donc c'est un moyen de communiquer. Alors c'est un piège. Ça devient un piège parce que, à vrai dire, c'est une drogue. Donc c'est un piège. L'adolescent, il sait comment rentrer, mais il ne sait pas comment en sortir. Voilà. Donc et là, ça pose un véritable problème de santé publique chez nous, parce qu'on les reçoit, et aujourd'hui, même les parents, on ne dit pas qu'ils sont complices, mais il faut savoir qu'on passe par des mutations sociales très rapides et très irréversibles. On est passé de cette grande famille à la famille, donc parfois les parents n'ont pas assez de temps de s'occuper des enfants. Bon, croyons leur rendre service, c'est pas le cas. On achète des iPads, on achète des écrans et tout. Et l'enfant, donc l'adolescent, rentre dans ce piège sans vraiment se rendre compte. Justement, il y a des phrases, voire des mots-clés qui sont revenus dans le discours des enfants tout à l'heure, dans le sonore qu'on a vu. J'aimerais avoir vos commentaires. On parle de tuer le temps. Quand elle lui a posé la question, qu'est-ce que ça vous apporte, l'adolescent a parlé de tuer le temps, passer le temps, et oui, je sais que c'est des jeux agressifs. Justement, pour revenir dans notre cas, l'Algérie, certaines études disent que plus de 15 millions d'Algériens ont un smartphone connecté à Internet, à travers soit la 3G ou bien la 4G. Il y a plus de 22 millions de comptes sur les réseaux sociaux Facebook. Il y a plus de 10 millions de comptes sur YouTube. Donc, ils suivent des vidéos. Et il y a des millions d'Algériens qui jouent en ligne. Et des jeux qui diffèrent de jeux éducatifs. Payants, des fois. Vers jeux stratégiques et jeux de violence. Et
Dans le cas de l'Algérie, il y a la même étude confirme que les jeunes Algériens passent plus de 5 heures par jour sur leur smartphone ou bien sur leur micro-ordinateur. Et il y a des jeunes qui jouent en ligne pendant des heures. Et des fois, ça dépasse 8 heures, 10 heures. Ils veillent la nuit parce qu'ils jouent en ligne avec des gens qui sont avec le décalage horaire, qui sont au Canada, aux États-Unis, en Chine, etc. Donc, c'est très attractif et c'est très difficile de se déconnecter. Essayez de parler à votre enfant lorsqu'il joue en ligne. Il est dans un autre monde. Et là, donc, ça pose vraiment un gros problème parce que nos enfants, lorsqu'ils sont rattachés à ces technologies, ne font plus leurs devoirs à la maison, sont plus concentrés. Ils vivent dans ce monde virtuel. Oui, tout à fait. Donc, ils connaissent des gens à travers Internet, à travers leur compte, leur pseudonyme, mais il ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un jeune, c'est un vieux qui est derrière ce pseudonyme. Et là, donc, nous, dans notre vie, je donne à chaque fois l'exemple, lorsqu'une maman attend son enfant qui vient de l'école. Il sort, par exemple, à 3h30, donc à 3h30, elle se met au balcon et elle l'attend du bout du boulevard ou de la rue pendant 100 mètres, 200 mètres, pour s'assurer qu'il arrive bien, avec qui il vient, qui il fréquente, est-ce qu'il s'est arrêté pour discuter avec une personne âgée ou non. Et dès qu'il arrive à la maison, donc, c'est presque un interrogatoire. Qu'est-ce que tu as discuté avec cette personne? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je t'ai conseillé de ne pas marcher avec tel enfant, etc. Alors, juste après, cet enfant va sur son smartphone et il est en contact avec des centaines de personnes. Sans pour autant être épié. Voilà. Ou, et la maman, elle trouve ça logique. Donc, elle veille à savoir qui il fréquente de l'école vers la maison, mais elle ne se soucie pas lorsqu'il est sur des jeux, sur des forums. Alors qu'on a tendance à penser que le danger ne peut être qu'extérieur, alors qu'il est chez nous, il est à notre portée aussi. Ça, c'est bien de le dire aujourd'hui pour justement éveiller les consciences. Et des fois, à travers ces réseaux sociaux, nos enfants sont victimes de monstres et de dangereux criminels. Et sans se soucier, donc là, la responsabilité des parents est très importante. Pour quelque chose. Professeur Tati. Effectivement, c'est ce qu'on appelle des usagers dépendants, parce que ce sont des gens qui s'inventent un personnage dans l'Internet. Et ce sont des gens donc, qui essaient de communiquer. Mais on l'a vu, ils sont tout fiers. Ils sont tout fiers. Bah, il y a une surestimation de soi. C'est ça. Voilà, parce que c'est des enfants qui avaient une estime de soi. Quand il est en contact, donc il crée un espace de discussion avec le monde entier, donc avec toute, et il crée ce qu'on appelle des forums de discussion. Et ils sont en quête de contact. Donc ils sont dans l'expérimentation. Mais il y a des dangers quand on va par exemple... Parce qu'on ne sait jamais qui se cache derrière ces profils-là. Il y a un phénomène qu'il faut en parler, c'est le cybersexe. Donc tous les sites un peu dangereux, je dirais très dangereux pour cette frange d'adolescents. Et aujourd'hui, donc, surtout, on les reçoit, nous, dans le retentissement scolaire. Vous voyez, donc c'est comme si... Puis, il y a quelque chose, d'abord c'est légal, il n'y a pas d'objection légale par rapport à l'utilisation des écrans, et en plus c'est discret. Vous voyez, donc on va aujourd'hui dans le métro, dans la voiture, manipuler leur écran, donc il n'y a pas cette visibilité sur ces enfants. Et à partir de ce moment-là, c'est légal et c'est discret, donc on ne fait pas trop attention. Donc les parents... On sait qu'on ne sera jamais, je veux dire, vu ou entendu, donc voilà, on se permet de... Tout ce qui est interdit aussi incite à la... Donc je reviens à dire qu'il y a une responsabilité. La responsabilité, elle est partagée surtout par les parents. Qui ont un rôle très important dans la gestion du temps. Parce qu'aujourd'hui, on devient addict à partir de 2 heures de temps, 3 heures de temps passés. Et en plus, au-delà des horaires autorisés, donc à minuit, 2 heures du matin. Et ça chamboule le programme. Ça chamboule, ils partent à l'école, donc c'est des échecs scolaires. Et très souvent, on reçoit donc des lettres des enfants qui partent donc, avec un retentissement physique, donc des enfants qui deviennent obèses parce qu'ils sont tout le temps sur la chaise. Donc problème de diabète, problème de la scoliose, problème d'irritation oculaire, et j'en passe sur les troubles donc, psychologiques inhérents à ce genre d'exposition, je dirais, très dangereux. Bon,
il y a le bon usage aussi. Hein. Justement, bon on va en parler du bon usage. Monsieur Guérard, je vous ai connu à travers une petite intervention dans une école, donc le Gilsat, que je remercie parce que c'est eux qui m'ont donné votre contact. Et vous avez été sollicité par l'école justement pour faire une action de sensibilisation par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à Internet de manière générale et à son bon usage, et interviewé par une élève. Ce fut donc un moment très sympathique d'échange, mais le message était fort. Alors aujourd'hui, vous avez dit une phrase. Aujourd'hui, avant, il y avait les lettres, il y avait les correspondances, il y avait... Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui ont surgi comme par magie dans le paysage des médias. Alors, ces enfants-là se mettent dans la peau de quelqu'un qui peut contacter 10 000 personnes à la fois tout en restant assis sur sa chaise, dans sa chambre. Et c'est un phénomène qui, j'allais dire, qui n'est pas utilisé à bon usage. Pourquoi ? Alors que ce n'était pas du tout le but. Hein. Pour rappel, Facebook, c'était pour rencontrer telle ou telle personne avec laquelle on a étudié un jour, des cousins, des gens de la même famille. En fait, c'était ça le principe. C'est le but de n'importe quel outil. N'importe quel outil, lorsqu'on le conçoit, c'est pour des fins utiles. Oui. Par la suite, il est dévié. L'exemple le plus frappant, c'est le couteau. Lorsqu'il a été créé, c'était... pour couper de la viande, des légumes, etc. Mais aujourd'hui, c'est devenu une arme. Aujourd'hui, non. Depuis très longtemps, c'est devenu une arme blanche. Une arme blanche. Mais ce n'est pas la faute du concepteur du couteau, ce n'est pas la faute du couteau lui-même, c'est la faute de l'utilisateur. Donc la même chose, Facebook et toute cette révolution numérique, elle a été créée, conçue pour le bien-être de l'être humain. Malheureusement, elle a été déviée vers d'autres fins. Ce n'est pas la faute des concepteurs, ce n'est pas la faute de l'outil. Donc, c'est la faute de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on doit s'orienter vers l'utilisateur. Il ne faut surtout ne pas jouer dans le sens interdire l'outil. Parce que même si j'interdis le smartphone à mon enfant, dès qu'il sort à l'école, dès qu'il va chez les voisins, chez la famille, il va découvrir ce smartphone. Donc, je ne peux pas être avec lui tout le temps. Donc, il vaut mieux que je m'oriente vers dire cet outil, il est indispensable, c'est quelque chose de très très bien, il faut bien l'exploiter. Alors, pour aller dans le sens, puisqu'on parle d'enfants, d'adolescents, de lycéens, etc. Donc, sur YouTube, par exemple, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de chaînes YouTube avec un contenu très riche pour les enfants. Je donne toujours l'exemple d'une chaîne YouTube qui a été réalisée par un enseignant de mathématiques. On l'appelle Oustad Nourdine. C'est un Algérien qui a fait une chaîne YouTube qui est suivie par plus de 500 000 lycéens. Qui donnent des cours et il résout des exercices de mathématiques pour les étudiants, les élèves du baccalauréat. Et il le fait gratuitement, mais il le fait d'une manière extraordinaire, du fait des commentaires qu'on voit sur la chaîne, bien sur sa page Facebook, des parents d'élèves qui lui disent, voilà, mon enfant, et il ne pouvait pas comprendre les mathématiques. Maintenant, en suivant votre chaîne, il comprend mieux, il aime cette matière, etc. Donc, c'est un exemple, mais on attend à ce qu'il y ait beaucoup d'exemples dans ce sens qu'on peut utiliser et qu'on peut étaler sur différents domaines. Il y a aussi un autre point. Trouvez-vous que c'est normal qu'un enfant de 10, allez, de 9, de 10, de 11 ans jusqu'à... allez, 12 ans, on va s'arrêter là, et un Facebook. Facebook, normalement, il est interdit, mais c'est ouvert parce que c'est sans gagne-pain. Mais les parents d'élèves doivent, c'était le but, en parlant de mon intervention dans l'école privée, le Waed, c'était pour être en contact avec les parents d'élèves, avec les enseignants et avec les élèves aussi, pour montrer le côté positif, comment exploiter d'une manière utile ces réseaux sociaux, ces pages Facebook. Et là, le rôle des enseignants est important, et aussi le rôle des parents d'élèves pour accompagner leurs enfants. On ne peut pas leur interdire Facebook. Ils peuvent créer Facebook parce que ça ne passe pas par des autorités nationales ou locales. C'est directement sur un site. Il peut dire n'importe quoi, il peut se nommer comme il veut et il peut déclarer n'importe quel âge, n'importe quel sexe. Donc, et c'est là où intervient le danger. Bien sûr. N'est-ce pas que c'est... Oui, donc c'est pour cela que les parents d'élèves qui sont un peu plus conscients
moins naïfs peut-être que les enfants de bas âge. Donc, le rôle d'accompagner leurs enfants dans cette aventure sur Facebook pour éviter le côté négatif. Les côtés négatifs. Professeur Tapti, là, j'ai bien envie de poser la question. Est-ce que c'est normal d'avoir un Facebook quand on a 10 ans et 9 ans? Alors, j'allais dire quelque chose qui va dans le même sens. C'est pas la faute à Facebook. C'est la faute un peu à l'utilisation. D'ailleurs, justement, je parle des parents beaucoup plus. Oui, il y a une étude qui a été menée justement par Facebook sur 835 millions d'usagers d'Internet. Ils ont trouvé 4,5% sont addicts. Et 70% sont dus à des problèmes d'inhibition personnelle. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, effectivement, quand vous donnez un portable à votre enfant à l'âge de 8 ans, 7 ans, 10 ans, ça va de soi qu'il va utiliser du Facebook, qu'il va utiliser autre chose. Mais maintenant, le problème, c'est pas Facebook, c'est aux parents de ne pas donner, d'acheter des portables. Ou d'autoriser. D'autoriser, ça ne doit pas être des récompenses. On peut autoriser, par exemple, je reviens un peu au volet parce qu'il en a parlé, le monsieur, nous, on agit dans la prévention. La prévention, par exemple, si vous voulez agir sur le tabac, vous n'allez pas arrêter la vente de tabac. Ça, c'est absolument rien, vous êtes dans la répression totale. Mais vous allez agir aux futurs usagers du tabac. Donc, on est dans le volet préventif. Il y a notre volet, tout à l'heure, on en a parlé, c'est ce qu'on appelle, nous, on l'utilise, c'est la pédagogie non culpabilisante. Pourquoi vous avez utilisé ça? Mais par contre, c'est une réelle pédagogie d'apprentissage, d'utilisation de ce concept d'Internet. Parce que, à vrai dire, c'est relativement récent. Ça remonte à une trentaine d'années dans le monde entier. Bon, il y a eu de l'Internet dans les années 50, mais ça a été utilisé. Là, ça a été utilisé pour l'armement, pour autre chose. Mais aujourd'hui, il n'y a pas quand même une famille qui n'a pas 3-4 écrans à la maison et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous, notre rôle en tant que pédagogue, en tant que professionnel de la santé, c'est de ne pas culpabiliser ces enfants. Vous les avez étudiés. Non, il faut enseigner aujourd'hui aux directeurs des écoles, aux psychologues. C'est-à-dire que c'est un travail complémentaire. C'est un travail complémentaire. Et nous, en l'occurrence, moi-même à la tête du Comité national de santé mentale, ça fait partie Qui est au niveau de alors, le Comité national, il dépend de l'organe national de la promotion et de la santé des enfants, que dirige Madame Cherfi Myriam, qui a du mérite, je passe un grand bonjour, à la tête de cet organisme. C'est vrai que cette dame s'entoure de beaucoup de professionnels. Oui, beaucoup de professionnels. Elle est en train de faire un travail extraordinaire. Donc nous, la thématique de santé mentale a été choisie cette année. Et justement, donc, on va participer à cette action à travers les 48 wilayas. Et ça fait partie, donc l'addiction fait partie de nos projets de sensibilisation au sein des écoles, des universités. Parce que là, on a constaté quand même, il y a quand même un impact scolaire, un impact social et un impact professionnel très important au sein de cette frange de la société. Donc, nous, c'est parmi les composantes de cette pédagogie non culpabilisante, c'est de ne pas laisser un peu l'enfant fuir dans cet imaginaire. Elle l'a dit tout à l'heure dans le reportage, c'est en tuant le temps. Simone de Beauvoir avait bien dit, on tue le temps en attendant que le temps nous tue. Donc il ne faut pas tuer ces enfants, il faut au contraire leur donner de l'espoir. Alors qu'ils ont beaucoup de responsabilités à cet âge-là. Ils ont une force extraordinaire. D'ailleurs, dans l'Internet, ils s'en servent comme jeu, des vidéos, du sport et tout. Alors que le sport, il est plus apprécié chez l'enfant de le faire, la lecture et tout. C'est pour ça que j'ai dit, le rapport de l'Internet au monde extérieur, il a complètement changé. Donc c'est à nous, les professionnels, vous, les médias aussi, de transmettre ces messages. Et c'est ce qu'on appelle exactement la pédagogie non culpabilisante. Alors, à votre avis, aujourd'hui, si on devait énumérer, on va commencer par les avantages. Quels sont les avantages des TIC? On va rester dans cette frange enfant-adolescent parce que quand on est adulte, il y a moins de danger parce qu'on est dans le professionnel, on est dans la maturité, mais enfant et adulte, si on pouvait énumérer un petit peu les avantages. L'une des choses qu'on est en train de découvrir, c'est cette énergie à l'intérieur de ces enfants qu'on ne connaissait pas. Donc, ils savent communiquer. Lorsqu'on voit les enfants sur Facebook, sur YouTube, il y a des YouTubers, des enfants YouTubers qui font des vidéos.
Donc c'est une énergie extraordinaire. C'est une forme de créativité. Bien sûr. Donc il faut aller dans ce sens. Il faut exploiter ces compétences pour faire passer les messages aux enfants. Les messages contre la drogue, etc. Donc, et aussi ces jeunes qui communiquent entre eux, donc cette communauté qui sait discuter d'une manière pacifique à travers Internet, donc c'est bien. Donc en fait, tout est résumé dans le bon usage. Usage. Mais là, on peut utiliser, c'est le rôle des enseignants du ministère de l'Éducation nationale, pour que cet exemple de celui que j'ai cité, l'Oustad Nourdine, qu'on ait des centaines et des milliers dans les matières différentes. Comme ça, l'enfant, lorsqu'il va sur Internet, lorsqu'il va sur YouTube, il va trouver tout ce qui l'intéresse dans sa vie d'élève. Donc il a besoin de quelqu'un qui l'accompagne dans les cours de physique, de chimie, etc. Et là, les enseignants, lorsqu'ils ont leur page Facebook, c'est un espace pour discuter avec leurs élèves, même après les heures, les aider à résoudre leurs devoirs, etc. Donc ça, c'est une utilité extraordinaire, c'est exploité. Et aussi, au niveau des écoles, enseigner aux enfants comment utiliser ces réseaux, comment utiliser ces technologies. Dans tous les pays presque développés à travers le monde, il y a des cours dès la première année pour montrer aux enfants comment utiliser l'email, Facebook, etc. Il y a même certains pays qui sont allés plus loin. Ils enseignent aux enfants comment coder, comment développer des applications, comment gérer un robot, donc pour vivre cette révolution numérique. Donc si on ne joue pas ce rôle, on sera surpris par la suite par ce vide. Parce qu'ils vont se retrouver. Des avantages. Et dans les jeux aussi, il y a des concepteurs qui peuvent créer des jeux éducatifs. Tout en jouant, on apprend des choses. Et là, donc, lorsque un enfant trouve un jeu utile, éducatif, ça va aider les parents d'élèves pour les orienter, mais aussi il va apprendre. Mais ça reste toujours, il y a des limites. Moi, je l'ai dit même aux parents d'élèves, le chocolat, c'est quelque chose de très, très bien. Mais est-ce que parce que c'est bien et les enfants aiment le chocolat, ça veut dire que je vais lui donner 2-3 tablettes à consommer en une journée? C'est pas possible. Tout abus n'est pas bon de toute façon. Je terminerai avec vous, professeur Tabzi, concernant les désavantages, donc les inconvénients des TIC. Les avantages, d'abord il y a cette rapidité d'avoir la chose très rapidement, cette communication rapide. Là c'est les avantages. Oui, c'est les avantages. Mais je ne suis pas très d'accord sur le plan communication, je suis désolé. Aujourd'hui on assiste à des jeunes, des adolescents qui ont du mal à s'exprimer verbalement comme ça, en assistance, parce qu'ils ont affaire à des machines. Donc dès qu'ils sont en public, ils ne savent pas parler. D'abord il y a des troubles d'apprentissage. Donc vraiment c'est les méfaits de l'Internet. Aujourd'hui quand vous avez un dictionnaire qui vous corrige tout, on a des enfants qui ne savent plus écrire, plus rédiger, donc ça pose un véritable problème. Donc c'est un véritable problème. Et puis je reviens à cette énergie débordante, ça coïncide avec l'adolescence, donc déjà c'est une bombe biologique et c'est une bombe anatomique parce qu'il y a toute une métamorphose qui se fait chez la fille ou chez le garçon. Et aujourd'hui, pour la découverte, donc ce qui intéresse l'enfant, c'est les jeux violents, on l'a vu dans le documentaire, ce sont les jeux de violence. J'aimerais bien voir aujourd'hui un garçon ou une fille de 14 ans, 15 ans qui va vers des jeux éducatifs. C'est bien beau, mais ce n'est pas le cas. Plus de 80% des enfants sont plus attirés par ces jeux de violence, par ces jeux dangereux. Donc le problème, il est là. Aujourd'hui, le bon usage est beaucoup plus du côté négatif de la chose que du côté positif de la chose. Et bien sûr, le rôle des parents et du système éducatif est très très important quant à ce genre de Absolument, le rôle parental est très important parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on assiste quand même à une dislocation familiale, parentale. Déjà, donc, à peine le couple arrive à s'entendre, j'allais dire. Alors là, le reste des enfants, et c'est compliqué. Donc c'est un travail qui nous concerne tous, on est tous concernés par cette tâche. Et le rôle de la communication, je reviens, ce que vous faites est extraordinaire, c'est de communiquer à ces familles, à ces enfants, des méfaits de l'Internet et surtout d'en parler. Très bien. Comme on l'a fait aujourd'hui, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Je peux rajouter une chose, c'est qu'il y a des outils techniques qui permettent de gérer l'utilisation d'Internet. Comme le code parental. Le code parental, et même pour les adultes. Maintenant, à travers presque tous les téléphones, ils viennent avec une application pour gérer le temps d'utilisation, parce qu'on va découvrir des choses extraordinaires. On découvre qu'on a passé 3 heures, 4 heures sur Facebook, sur YouTube, etc. Et là, on peut gérer, planifier le temps
temps pour ne pas être dévoré par cette technologie. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Guerard Younes. Je rappelle que vous êtes expert en TIC, vous avez occupé plusieurs postes importants dans conseiller donc au ministère de Télécommunications et j'en passe. Professeur Abdelmajid Tebti, psychiatre et aussi président du Comité national des enfants et des adolescents, donc santé mentale, voilà. Oui, à la santé mentale, au rappellement l'organe national de la promotion et la protection de l'enfant. Voilà, merci beaucoup messieurs. Restez avec nous. Le temps de retrouver bien sûr les chroniques du vendredi avec Leila Jbour et Wahida Salmchrif. A tout de suite. نسيني ونساي نسي داك نهار اللي قلتلك فيه نهواك وشعلتي فيا النار حبيتك بتبات شربتي لي المرار النية فيك مصفى خسارة يا الغدار سيداك الإنسان اللي شربتي من يدو الحسان وصبر عن كل محان وزعما قال تتبدلي اليوم غلقت الزمام ومسح دمعات عياني شدة وزالت من الكلام اللي جرحني عيناني قولي لي بالله علاش نكرتي لحساني جوزتيني دلال هولتي لي زماني وعدتك عهد رجال حبيتك حب حقاني حرفتي لي القوى دخلتوا عليا المعاني نسيني ونساي نسي داك نهار اللي قلتلك فيه نهواك وشعلتي فيا النار حبيتك بتبات شربتي لي المرار النية فيك مصفى خسارة يا الغدارة هديت القلب والعين وما كسبت اليدين وحلفت ذاك اليمين من غيرك ما يكون في بالي لكن انتي قلبك شين قاسي ماهوش حنين زيخة عليا بالزين ما شفيتك بحالي فايقة على جميع البنات بالزين مش بالخسرات منك الروح فنات سهرتيني الليالي تمنيتك في الحياة نبقى معك للممات يا ما دعيت في الصلاة شاهد علي العاني نسيني ونسي داك نهار اللي قلتلك فيه نهواك وشعلتي فيا النار Donc, elles sont installées avec leurs invités. On retrouve tout de suite Wahida Salmchrif pour sa rubrique Le Boulevard des associations.
Hida Salem Chérif qui va nous parler du médicament générique aujourd'hui. Exactement, Wafa. Bonjour à tous. Ça va, vous allez bien déjà pour commencer? Oui, super. Bien, ça a été la semaine? Tranquille. Parfait. Bien. Mais avant de commencer ma chronique, je vais vous parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur. Justement, j'allais vous poser la question par rapport à votre ruban. Exactement. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cancer de l'enfant et de l'adolescent. Donc, c'est pour ça que j'ai porté un ruban jaune pour signifier ma solidarité avec les personnes atteintes du cancer, les enfants, surtout les adolescents. Alors, savez-vous, il y a une information qui est très importante et qu'on a tendance à négliger, c'est que 80% des enfants et adolescents atteints du cancer, ils guérissent rapidement. Seulement, la seule et unique condition qu'il faut avoir, c'est qu'il faut les traiter à temps, tout simplement. Voilà. Mais sinon, il y a un grand événement qui se prépare demain. Voilà. Il y a un grand événement qui se prépare demain. Je vous donne rendez-vous demain entre 10h et 22h à la Coupole d'Alger avec l'association Al Badr qui va faire le premier relais en Algérie de lutte et sensibilisation contre le cancer. Très bien, ça c'est dit. Très bien. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du médicament générique. Justement, nous avons avec nous aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Rim Khallef, qui est vice-présidente de l'association des étudiants en pharmacie d'Alger, l'ACEPA. Bonjour Rim. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Très bien, ça va, vous allez bien? Ça va. Rim, elle est un peu timide. Hein. Donc, voilà. Ça se sent. Mais bon, elle va tout nous dire. Elle est là, elle va nous informer. Exactement. Donc Rim, on va commencer par parler de vous. Vous êtes étudiante à l'université, donc vous êtes en 5e année. Exactement. Dites-le à nos téléspectateurs et à l'équipe pour qu'on puisse savoir. Voilà, je suis Rim Khallef, étudiante en 5e année de pharmacie de l'université d'Alger. Et voilà, je suis la vice-présidente chargée des relations publiques de l'association ACEPA. D'accord. ACEPA, quand on entend ACEPA, c'est quoi ACEPA? Alors, c'est l'association Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, c'est l'association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger. Elle fut créée en 2009 par une poignée d'étudiants qui visaient à s'améliorer eux-mêmes et améliorer la formation des étudiants en pharmacie et surtout améliorer l'image de la pharmacie en général. Parfait. Et quelles sont vos principales activités? Alors, ACEPA, elle est organisée en plusieurs volets, dont les 2 volets phares sont santé publique et développement personnel. En ce qui concerne la santé publique, alors plusieurs journées de sensibilisation et campagnes sont organisées au cours de l'année, où on va sensibiliser le grand public sur les différentes pathologies qui touchent principalement la population algérienne, telles que l'hypertension artérielle, les cancers de tout type. Très bien. Et en fait, j'avais remarqué un truc, parce qu'en fait, je connais la CEPA et chaque année, je rencontre un nouveau leader. J'aimerais bien savoir comment ça se passe chez vous. Vous changez les membres du bureau chaque année? Oui, alors, comme toute association, les bureaux de notre association sont élus lors d'une AG, comme le stipule le règlement. Donc, comme toute autre association. Et comment vous choisissez les membres du bureau? Voilà, lors d'une AG, il y a tout un vote. C'est tout comme les élections présidentielles. Chaque candidat fait sa campagne et puis voilà. Celui qui a plus de votes gagne. C'est parfait. En fait, vous donnez la chance vraiment à tous les membres. Vous donnez la chance à tout le monde, exactement. C'est très bien, c'est parfait. Donc, et en ce moment, prochainement, vous allez faire une grande action de sensibilisation. Exactement. Il s'agit de 2 journées de sensibilisation contre l'automédication et médicaments contrefaits. Exactement. Bon, on va aborder principalement l'automédication, car c'est un phénomène qui ne cesse d'évoluer ces derniers temps. Donc, on va énumérer les effets. On va énumérer les effets indésirables, les interactions médicamenteuses qui peuvent agir négativement sur la santé du patient. C'est-à-dire chaque personne ils prennent des médicaments sans aucune prescription médicale, anarchiquement, et cela peut causer des dégâts. Et concrètement, comment vous allez procéder sur terrain? Alors, on va donner surtout des conseils, le comment, le quand et le pourquoi prendre le médicament. Et on va s'organiser. Et cette campagne se déroule en 2 journées. Donc, la première journée se fera en interne, c'est-à-dire des conférences où on invitera nos professeurs de l'université, où ils vont parler de tout ce qui est automédication, de tout ce qui est antibiorésistance. La deuxième journée se fera à la station Tafoura, la station de métro Tafoura, et la grande pause, où elle est organisée pour le grand public, voilà, pour donner des conseils et comment gérer l'automédication, voilà. Juste pour éclaircir un peu nos téléspectateurs, c'est-à-dire que moi je suis de passage à Tafoura ou bien à la Grande Poste, je vais rencontrer des jeunes étudiants en pharmacie. Exactement. Avec vos t-shirts, je vais vous reconnaître, ACEPA et tout. Exactement. Je m'arrête. Concrètement, comment vous allez vous y prendre avec moi? Voilà. Alors on va commencer d'abord par nous présenter. Et après, on commence à donner les raisons et on va essayer d'expliquer aux gens
Pourquoi l'automédication, c'est un phénomène très négatif. Par exemple, si une personne prend un médicament avec le jus de pamplemousse, par exemple, parce que certains médicaments, si on le prend avec le jus de pamplemousse, peut causer des dégâts. Donc, il faut toujours prendre des médicaments avec un avis médical. Allez, je vais vous faire la patiente qui pose un peu des questions. Moi, par exemple, j'ai eu une angine il y a quelques jours de cela. J'avais un médicament chez moi, je l'ai pris. Est-ce que je risque quelque chose alors que je me suis sentie bien? Pas forcément, parce que ça risque si on prend un autre médicament, parce que l'angine, elle est à 90% d'origine virale, elle n'est pas d'origine bactérienne. Donc si on prend un antibactérien, c'est-à-dire l'antibiotique, cela peut aggraver votre santé. Sans parler des dégâts qu'il y a sur l'immunité exactement. Et de la personne. D'où le slogan l'antibiotique, c'est pas automatique. Exactement. Voilà. Donc ça va augmenter l'antibiorésistance, où l'antibiotique ne donnera plus aucun effet. Voilà. Très bien. Rappelez-nous juste les dates pour qu'on puisse... Alors, ça va se dérouler en 2 journées. La première journée en interne, comme je vous l'ai dit. Alors, le 1er mars, c'est la journée des conférences. Et le 2 mars, c'est à la station de métro Tefoura et à la Grande Poste. Très bien. Soyez au rendez-vous. Voilà, rendez-vous alors pris le 2 mars à la station Tefoura et à la Grande Poste. Exactement. Ah bah très bien. Merci d'être venu. Merci d'être venu donc nous informer. Merci à vous, Wahida, de nous avoir présenté. Merci donc, à vous. là, c'est pas aujourd'hui, dans quelques minutes, instants, secondes. On va retrouver les Jebour et son invité qui s'intéresse justement aux médias lourds, à la presse écrite. Et aujourd'hui, c'est le rédacteur en chef du journal L'Expression qui est avec nous sur le plateau. À tout de suite. Ça va bien. Alhamdulillah, Je sais que vous avez passé un week-end un peu étant fatigué, donc voilà. Les week-ends, c'est toujours comme ça. Et oui, c'est clair. Alors aujourd'hui, je vous présente donc Saïd Bousseta, qui est notre invité. Donc il est directeur de la rédaction du journal quotidien L'Expression, l'un des journaux, les 6 journaux les plus lus donc en Algérie. Et on va parler du journal. Alors c'est déjà votre rôle. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tant que directeur de rédaction, j'imagine vous gérez déjà une équipe. Donc comment que ça se passe au quotidien, les reportages sur terrain, comment gérer une équipe? Ça se passe qu'il y a des réunions quotidiennes vers 9h30 du matin. Et ensuite, il y a aussi une deuxième réunion quotidienne aussi avec le staff, avec le staff, les rédacteurs en chef et les chefs de rubrique et tout, pour décider les articles qui devront passer en une et pour hiérarchiser un peu l'information. Voilà. Sinon, il y a des discussions quotidiennes aussi avec les journalistes à titre individuel pour arrêter les sujets d'enquête, de reportage et pour poursuivre un peu les enquêtes et les reportages des journalistes qui sont sur le terrain. Alors on rappelle juste la date de fondation du journal, c'est le 11 novembre 2000. Donc ce journal a été créé, au départ c'est un format tabloïd. Donc, absolument, il a toujours été tabloïd. Oui. Alors la cible, est-ce que vous arrivez à savoir quelles sont les cibles du journal? Écoutez, mesurer un peu. Oui, je ne m'en souviens pas très bien, mais je sais que durant les années 2000, l'Expression a commandé toute une étude à une agence une agence spécialisée dans ce genre d'histoire, et il a été dit que notre public cible, c'est entre 45 ans et plus, cadre moyen, cadre supérieur. Et puis voilà, donc, mais sinon ça ne nous empêche pas de faire des articles en direction de la jeunesse, parce que nous aimons aussi élargir notre public comme tout le monde. On va parler globalement, ça tourne autour de ça. Oui, on va parler de l'importance des rubriques. C'est sûr que tout le monde lit les journaux. Enfin, à première vue, quand vous prenez un journal, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Société, comme ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est par rapport à votre métier. Oui, j'aime bien lire les dernières statistiques, les dernières enquêtes aussi réalisées par vos journalistes notamment. Donc c'est ce qui me... Voilà, j'ai beaucoup plus société. Alors, justement, qu'est-ce qui différencie l'Expression des autres quotidiens? Quel est l'apport un peu du contenu? Oui, société, on n'a pas une rubrique société, mais nous intervenons très régulièrement dans des reportages, des enquêtes de société.
Nous en faisons, je pense que nous en faisons vraiment beaucoup, à la limite. À hauteur des phénomènes qu'il y a autour de nous et des faits divers. Exactement. Voilà. Tous les phénomènes qui tournent, nous revenons avec des reportages, des enquêtes autour de ces phénomènes de société. Sinon, par rapport au mode de fonctionnement d'Expression par rapport aux autres journaux, c'est que nous sommes un peu dans le commentaire, dans l'analyse de l'information, plutôt que dans le fait lui-même, parce que nous savons que la presse, les médias lourds, avec la multiplication des chaînes de télévision et aussi les médias Internet, font que l'info, le factuel est déjà consommé 24 heures avant l'apparition du journal. Parfois même sur les réseaux sociaux. Absolument, oui. Enfin, tout Ils est sont consommé. devenus des sources d'information aussi. Absolument. Ce sont aussi nos sources d'information, enfin, les sites Internet, que ce soit les réseaux sociaux, mais nous recoupons toujours ces informations. Bien sûr. Vous ne verrez jamais une information, sur l'Expression, vous ne verrez jamais une information brute sur un événement. Elle est toujours traitée. Donc elle est vérifiée sur terrain. Elle est vérifiée, recoupée, sinon on ne donne pas. On préfère ne pas donner plutôt que de donner une Parce qu'il faut dire que les médias lourds aussi, c'est la première source crédible aussi. On se réfère beaucoup aux médias lourds. On dit « Ah, Waqrita fi journal ». Donc on est toujours certain de cette information. Absolument. Enfin, avant on disait ça, oui. Avant on disait « Waqrita fi journal ». Oui, la télé, ou là, voilà. Maintenant c'est la télévision publique algérienne. Donc d'où notre responsabilité. C'est-à-dire que Waqrita fi journal, parce que des fois, souvent, il y a des fake news, quand on leur dit non, c'est pas vrai, Waqrita fi journal. Il faut qu'elle soit fiable et vérifiée. Voilà, absolument. Donc c'est la responsabilité. L'importance de la crédibilité. Absolument, de recouper les informations. Vous ne trouverez jamais un fake news sur l'Expression. Et nous en sommes un peu fiers parce qu'il y a beaucoup de confrères qui tombent dans le panneau de la fausse information qu'ils balancent dans leurs journaux et puis on se rend compte que c'était pas vrai. Donc on ne le trouve pas chez nous et nous sommes dans l'analyse, nous sommes dans le commentaire, nous venons après, c'est-à-dire nous sommes dans l'éclairage de l'info qui de toute façon est déjà donnée 24 heures à avance. Il nous arrive aussi, comme tout le monde, d'avoir des exclusivités, d'avoir quelques petits scoops, nous en avons eu. Quand nous en avons, nous les donnons bonne place en une. Mais c'est vraiment la fierté de tout journal. Absolument, oui. Vraiment nous avons eu des entretiens exclusifs, nous avons eu c'est vraiment, on ressent une satisfaction du travail. Voilà, absolument, une petite joie intérieure. On est tout content déjà même au bouclage du journal, de présenter l'info, de la donner, on est sûr d'être les premiers. Et le lendemain, quand on confirme ça, on en parle en rédaction. Et puis après, c'est vrai, vous avez raison. C'est une vraie satisfaction. Mais c'est de plus en plus difficile avec. C'est de plus en plus difficile avec ce qui fait la télévision. Ah, vous trouvez oui, avec la multiplication des chaînes, on a une info, on s'est dit, tiens, c'est peut-être on est les seuls détenteurs de l'info. Et puis voilà qu'un site internet la donne, mais avant, durant les années 90 par exemple, on était sûr d'être les seuls à l'avoir, même ceux qui l'ont n'auront pas le temps de. Mais maintenant, c'est plus évident. Mais nous, la télévision publique, on a cet avantage qui est infaillible, c'est la crédibilité. Notre ligne éditoriale est infaillible, donc même avec la multiplication des télévisions privées, on reste la télévision vous êtes la source. C'est-à-dire que quand la télévision donne une info, on n'a pas besoin de recouper. Enfin, la télévision publique. Voilà, ça, c'est un fait. Vous êtes souvent repris, l'Expression est souvent repris sur Internet. Donc justement, pour vérifier l'information, on publie les articles concernés. C'est vrai que j'ai beaucoup vu ce type d'articles, les vôtres, sur Internet. Et il y a un problème par contre, c'est la langue française. Donc le lectorat français peut-être est présent de moins en moins. Comment pallier un peu à ce problème? Est-ce que vous allez peut-être faire une version arabophone? Non, je ne pense pas. Enfin, si on doit faire une version arabophone, ça serait notre équipe, ce ne sera pas moi. Franchement, moi je suis, disons, bilingue dans ma vie de tous les jours, mais dans mon métier, je suis francophone, je ne peux pas faire autre chose. Cela dit, le lectorat francophone se réduit comme une peau de chagrin, c'est une réalité, c'est une vérité, voilà, on fait avec. Au niveau des formations aussi par rapport à la rédaction, est-ce que vous avez de nouveaux arrivants, de nouveaux journalistes formés en langue française? Vous savez, dans ce métier, nous en avons de moins en moins, mais j'ai toujours dit qu'à l'Expression en tout cas, nous tombons régulièrement sur de vraies pépites
pépites, comme on dit, de la très bonne pâte et ça donne après de très très bons journalistes. Ils sont passés chez nous, ils sont ailleurs maintenant, ou ils sont encore chez nous, mais on en recrute encore des journalistes francophones, je vous assure. Merci beaucoup Saïd. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous. Merci Elim Khalaf d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci les filles, on se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres thèmes et avec bien sûr d'autres invités. Quant à moi, je vous dis à vendredi prochain, si tout va bien, Inch'Allah. D'ici là, passez une excellente semaine. Au revoir. ila